J'en ai encore la nausée, une boule au ventre qui refuse de disparaître depuis la dernière page. Mais c'est exactement ça. C'est une expérience viscérale, surtout quand on se plonge dans ce livre audio. On part bien sûr du consentement de Vanessa Springora. Tout à fait. C'est une plongée vertigineuse dans les abysses de la manipulation mentale et de la prédation déguisée en romantisme. C'est glaçant. Le mot est juste. Glaçant. On suit Vanessa, une adolescente de 14 ans au milieu des années 80. Et on se retrouve instantanément piégé avec elle. On est propulsé dans une chambre d'hôtel payée par des célébrités, face à un homme de 50 ans au faux air de bonze qui referme doucement la porte. C'est l'histoire d'une victime absolue qui a farouchement cru dicter les règles de sa propre reddition. C'est totalement fou à imaginer, n'est-ce pas? Parce qu'au-delà des murs de cette chambre, c'est l'intelligentsia parisienne tout entière, le monde du pouvoir et des médias, qui applaudit le prédateur et tisse la toile dans laquelle l'enfant se noie. Et pour saisir l'ampleur de cette tragédie intime, il faut impérativement examiner comment ce piège s'est refermé. C'est pas un accident. Non, c'est pas un dérapage. C'est une mécanique de précision redoutable. Tout commence par un terreau d'une vulnérabilité absolue. Il faut imaginer cette jeune fille, Vanessa, qui grandit avec un vide immense, un gouffre affectif creusé par l'absence d'un père défaillant. Et pour survivre à ce manque, elle se réfugie corps et âme dans les livres. Elle a 13 ans, presque 14. Et puis, il y a ce fameux dîner mondain en 1985. Le vrai point de départ de tout le cauchemar. Elle accompagne sa mère à ce dîner. Pour fuir un peu l'ennui mortel des conversations d'adultes, elle s'isole avec un roman de Balzac. Et c'est exactement là, à cet instant précis, que le regard se pose. Gabriel Matzneff. Voilà, un écrivain de 50 ans. À l'autre bout de la pièce, il la fixe avec une insistance lourde. La machination vient de s'enclencher. Mais ce qui est crucial à disséquer ici, c'est la méthode employée. On pourrait s'attendre à de la force brute, à une agression furtive dans une ruelle. Ah, pas du tout. C'est un filet tissé avec une précision chirurgicale. Il commence à la bombarder de lettres grandiloquentes, des mots méticuleusement choisis, des références littéraires écrasantes. Et le détail le plus pervers dans tout ça, c'est qu'il ne s'adresse pas à elle comme à une enfant. En fait, il la vouvoie. Il la traite comme une déesse intemporelle, une grande personne. Attends, je veux vraiment qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Il la vouvoie. Une gamine de 13 ou 14 ans. Ça semble tellement contre-intuitif quand on y pense. C'est sûr. En général, quand on évoque la prédation, on imagine plutôt quelqu'un qui essaye d'enfantiliser sa victime pour asseoir sa domination. C'est une excellente remarque. Et c'est justement là que réside le piège de cet homme. C'est une technique classique de manipulation que les spécialistes nomment l'adultification. L'adultification ? Exactement. En traitant une adolescente comme une adulte, en lui faisant croire qu'elle possède une maturité exceptionnelle bien supérieure à celle des gens de son âge, le prédateur contourne absolument toutes ses défenses naturelles. C'est terrifiant d'efficacité. Pour une jeune fille en manque cruant de reconnaissance, c'est un sortilège irrésistible. Elle se sent valorisée, unique. Il va même l'attendre à la sortie de son collège, chose que ses propres parents ne font jamais. Il vient se faufiler exactement dans la béance laissée par le père. Il se présente littéralement comme un sauveur. La passion devient alors un poison, très lent, très sucré. Vanessa est intimement persuadée de vivre une grande passion romantique, une aventure interdite, digne des romans classiques qu'elle dévore au quotidien. Absolument. Il s'érige en professeur particulier, en initiateur spirituel. Il lui offre, à la recherche du temps perdu de Proust, il lui fait la lecture du Nouveau Testament. Il va jusqu'à lui faire réciter des prières en russe. Il modèle son esprit autant que son corps. Et c'est là qu'on touche au cœur noir de l'emprise. Il façonne son désir pour qu'elle avance d'elle-même vers l'abîme. Il obtient son consentement enthousiaste. C'est vraiment l'arme absolue du manipulateur, rendre la victime complice de sa propre destruction. Le paradoxe est d'une violence inouïe. D'un côté, on a une réalité physique sordide, et de l'autre, une illusion romantique totale pour la jeune fille. Oui, et quand sa mère, dans un sursaut d'autorité bien trop tardif d'ailleurs, finit par comprendre et lui crie que cet homme est un pédophile, l'adolescente se braque complètement. Elle protège son bourreau. Elle revendique cet amour sain. Elle hurle qu'elle préfère mourir plutôt que d'être séparée de lui. Elle se sent forte, invincible, actrice de sa propre destinée, en rupture totale avec la morale bourgeoise de l'époque. Et pourtant, à chaque pas qu'elle croit faire vers la liberté, elle s'enfonce un peu plus dans la gueule du loup. Ce qui soulève inévitablement la question la plus vertigineuse de toute cette histoire. Comment un tel crime a-t-il pu prospérer au vu et au su de tous ? Par qui il ne se cachait absolument pas. Non, c'était public. Où étaient les adultes ? Où était la police ?
Comment la société entière a-t-elle pu laisser faire ça? Pour y répondre, il est indispensable de disséquer le contexte idéologique de la France des années 70 et 80. Nous sommes dans l'ère post-mai 68. C'est ça, la fameuse libération. À cette époque, le mot d'ordre absolu est de briser tous les interdits, de détruire les carcans bourgeois traditionnels. Et dans cette quête frénétique d'émancipation collective, une confusion terrifiante s'installe. La libération sexuelle devient le bouclier, l'alibi moral parfait pour les prédateurs. Des cercles entiers d'intellectuels vont jusqu'à théoriser publiquement que la famille oppresse l'enfant et que l'adulte qui initie sexuellement un mineur le libère en fait de ce joug. C'est un renversement total des valeurs éthiques. Et c'est une cécité collective qui donne littéralement le vertige. Les exemples d'impunité sont ahurissants. Il y a un détail qui m'a laissé sans voix. Lequel? Un jour, la brigade des mineurs, enfin alertée par des lettres anonymes, décide de convoquer l'écrivain. On se dit que ça y est, enfin, la machine judiciaire va broyer ce type. Et pourtant non. Eh bah, rien du tout. Il se rend au commissariat avec une arrogance sidérante, ayant littéralement dans sa poche un article élogieux écrit sur son œuvre par le président de la République en personne, François Mitterrand. C'est glaçant de cynisme. Comment est-ce qu'un prédateur parvient à instrumentaliser le plus haut sommet de l'État? C'est toute la puissance de l'aura littéraire et artistique de l'époque. Le talent, ou du moins l'illusion du génie, agissait comme une véritable immunité diplomatique. Et il est fondamental de préciser que cette complaisance traversait toutes les frontières idéologiques. C'est-à-dire que ça n'avait pas de couleur politique. Exactement. Des personnalités d'extrême droite jusqu'aux grandes figures de gauche, tout ce petit théâtre parisien fraternisait autour du mythe de l'écrivain maudit. L'élite protégeait l'élite. D'ailleurs, en parlant de l'élite qui protège l'élite, il y a cette histoire de l'hôtel. Quand le duo cherche un endroit sûr pour consommer cette relation illégale à l'abri des regards de la police, il s'installe pendant des mois dans un hôtel parisien. Et qui règle les factures de ce huis clos terrifiant. L'entourage immédiat du grand couturier et Saint-Laurent via l'un de ses proches collaborateurs. C'est l'élite financière et culturelle du pays qui subventionne littéralement l'abus d'une adolescente. Le point culminant de cette complaisance sociétale, son visage le plus abject peut-être, s'est cristallisé lors d'une scène télévisuelle devenue historique. Ah, l'émission Apostrophe. Mars 1990, l'émission littéraire culte par excellence. L'écrivain est invité pour présenter un énième tome de son journal intime où il détaille sans aucune honte ses relations avec des mineurs et même ses voyages aux Philippines pour consommer de jeunes garçons. Donc si on résume bien la situation, le type va sur une télévision nationale à une heure de grande écoute, il admet pratiquement des crimes graves en direct et l'élite intellectuelle parisienne glousse de plaisir. C'est irréel, oui. C'est comme un méchant de bande dessinée qui explique son plan diabolique en monologuant, sauf qu'au lieu d'appeler la police, tous les témoins applaudissent à tout rompre. C'est exactement l'atmosphère sur ce plateau. L'animateur et les autres invités sourient, ils sont fascinés par cette posture de dandy provocateur. Tout le monde applaudit la prétendue transgression. Sauf une seule personne. Une femme. La journaliste québécoise Denise Bombardier. Elle prend la parole et fracasse ce consensus indécent. Elle a eu un courage inouï. Elle le regarde droit dans les yeux et le traite d'homme pitoyable. Elle dénonce le fait qu'il n'attire pas ses enfants avec de l'amour, comme il le prétend, mais avec son aura littéraire, avec son prestige et sa position de pouvoir. Et la réaction du milieu est d'une violence absolue. Denise Bombardier est regardée comme une folle, une puritaine venue d'un autre continent pour gâcher la grande fête parisienne. Le rejet est immédiat. Lors du cocktail qui suit l'émission, elle est littéralement mise en quarantaine, ignorée par tout le monde. Ce silence, ce mépris glacial, cela prouve une chose terrible. Le milieu littéraire ne protège pas seulement l'un des siens, Il protège son propre reflet. il protège sa propre croyance profonde, selon laquelle l'art et la littérature seraient placés au-dessus des lois, au-dessus de la morale humaine la plus basique. Je suis totalement d'accord. Et c'est cette même impunité littéraire, cette sacralisation de l'écrit, qui constitue l'arme de destruction massive utilisée contre la jeune Vanessa. Parce qu'il faut bien comprendre que la tragédie ne se limite pas du tout à l'abus physique. L'abus physique est effroyable, bien sûr, mais l'horreur intime, la véritable mise à mort de la victime, se joue sur le terrain des mots. L'homme qu'elle aime aveuglément est un écrivain qui publie ses journaux intimes. Il ne vit pas seulement cette relation, il l'enregistre. Il la documente, il l'exploite commercialement, il écrit sur elle, il l'enferme dans ses phrases. C'est le vrai point de bascule, le vol de l'âme.
Tout déraille le jour où l'écrivain part en Suisse pour une soi-disant cure de jouvence et laisse à Vanessa les clés de son appartement. Dans un acte de rébellion, elle transgresse l'interdit qu'il lui a fixé. Elle ouvre ses livres, elle lit ses carnets intimes. Et là, c'est le cataclysme. En parcourant ces pages, elle lit noir sur blanc qu'il se paie des jeunes garçons à Manille pour le prix d'un billet d'avion. Mais surtout, elle prend conscience de la réalité brutale de son propre rôle. On touche ici au mécanisme psychologique de la dépossession. Faisons une petite pause sur ce terme. La dépossession, concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte traumatique? C'est le fait de sentir qu'on ne possède plus ses propres souvenirs ou son propre corps. C'est exactement ça, mais poussé à son paroxysme. C'est découvrir que son intimité la plus vulnérable, la plus secrète, est jetée en pâture à des milliers de lecteurs anonymes. C'est un viol psychique. Son identité est confisquée, digérée par le prédateur, puis recrachée sous forme de littérature de supermarché mondain. Vanessa, qui croyait naïvement être un amour transcendantal, l'héroïne absolue de la vie de cet homme, découvre la vérité. Qu'elle n'est qu'une ligne de plus dans un tableau de chasse gargantuesque. Elle n'est qu'un personnage de papier. Elle comprend avec horreur que son consentement n'était qu'une farce. Elle a été programmée depuis le premier jour, uniquement pour nourrir l'œuvre de cet individu. L'impact psychologique est dévastateur. L'effondrement est total. La jeune fille traverse un épisode psychotique grave. Oui, une dépersonnalisation complète. C'est un véritable meurtre psychique, la jeune fille. La scène décrite est à fendre le cœur. Elle erre dans les rues de Paris, en pleine nuit, fuyant son propre corps. Elle cherche désespérément un signe extérieur prouvant qu'elle appartient encore au monde des vivants. Elle se dissout. Elle a la sensation viscérale que son âme s'échappe par les pores de sa peau. Lorsqu'elle est finalement hospitalisée en urgence, face à un médecin psychiatre, elle ne lui demande pas de médicaments ou comment guérir. Non. Elle pose une question qui glace le sang. Elle lui pose une question qui résume toute l'horreur indicible de la situation. Elle lui dit alors « Tout ça c'est vrai ? Je ne suis pas une fiction ?» C'est terrifiant. On lui a volé sa propre réalité. On lui a volé jusqu'au droit de définir sa propre souffrance, puisqu'il a déjà écrit et publié la fin de l'histoire en se donnant le beau rôle. Et le cauchemar ne s'arrête pas là. Pendant des décennies, cette emprise insidieuse perdure. Même après leur séparation physique, le calvaire continue sous une forme psychologique continue. Parce que les livres restent. Car l'écrivain continue de publier, de republier ses anciens journaux, de réactiver la blessure de Vanessa publiquement, année après année. Elle grandit, elle guérit en partie, elle devient une femme forte, une professionnelle de l'édition très respectée, mais l'ombre du prédateur plane en permanence. Elle reste, aux yeux de ce microcosme littéraire parisien, la petite V des livres de l'écrivain. Il semble totalement impossible d'échapper à cette prison de mots tissée 30 ans plus tôt, jusqu'à ce que l'inacceptable se produise. En 2013, c'est le coup de tonnerre. Le monde littéraire, toujours aussi aveugle, toujours aussi complaisant et fasciné par ce personnage, décide d'attribuer le prestigieux prix Renaudot à cet homme, précisément pour l'un de ses essais. Pour Vanessa, c'est l'affront absolu. C'est l'institutionnalisation de son propre effacement. C'est la consécration publique de son bourreau. Pendant des années, ses nuits étaient peuplées de fantasmes de vengeance physique, de meurtres imaginaires. Mais face à cette récompense dorée, une idée monumentale d'une intelligence implacable germe dans son esprit. Une évidence s'impose. La seule manière de détruire l'emprise, la seule véritable manière de se venger d'un prédateur littéraire, c'est de retourner son arme de prédilection contre lui, prendre le chasseur à son propre piège. La symbolique de cet acte de résilience est phénoménale. Elle décide de l'enfermer, lui, dans un livre. Le renversement de pouvoir est total et définitif. Pendant plus de 30 ans, elle était l'objet passif, regardé, décrit, manipulé. Soudain, elle s'empare de la plume. Elle devient le sujet agissant. C'est elle qui pose son regard clinique, froid, implacable, sur la médiocrité pathétique du prédateur. Elle le dépouille consciencieusement de son aura romantique pour révéler la mécanique glaçante de la pédocriminalité. Ce n'est plus l'objet qui est décrit, c'est la survivante qui détruit le mythe. Et la déflagration provoquée par cette reprise de pouvoir dépasse de très loin tout ce qu'on pouvait anticiper. C'est un séisme sociétal. Le récit devient un phénomène massif. Et ça ne s'arrête pas aux pages imprimées. L'œuvre est adaptée au cinéma, avec une justesse brutale qui ne laisse aucune place au malaise esthétisant. Le film est bouleversant. On y voit l'acteur Jean-Paul Rouve, méconnaissable, incarner ce prédateur terrifiant.
La caméra le traque, détruisant tout glamour pour montrer l'ignominie nue de ses actes. Et face à lui, la jeune actrice Kim Hee-jlin porte avec une intensité folle toute la détresse de cette enfance volée. Mais là où c'est vraiment fascinant, c'est de voir la réaction du public. Le film ne touche pas seulement la génération qui a connu ces années-là. Il percute de plein fouet une toute nouvelle génération. C'est ce qui marque le changement d'époque définitif. Sur les réseaux sociaux, on assiste à un phénomène spontané, viscéral. Des milliers d'adolescents et de jeunes adultes sortent des salles de cinéma en pleurs, bouleversés. Ils se filment à vif pour partager leur révolte face à ce qu'ils viennent de voir. Et c'est là que cette histoire prend une dimension particulièrement pertinente pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Quand on analyse les années 80, on peut se sentir distant. Comme si c'était une autre époque, révolue. Mais les tactiques de manipulation décrites ici, l'isolement d'une jeune personne vulnérable, le fait de la faire se sentir spéciale et mature, l'adultification dont on parlait tout à l'heure, ce sont très exactement les mêmes méthodes utilisées par les prédateurs sur Internet aujourd'hui. Ce récit, c'est le décodage d'un manuel d'emprise. Exactement. Comprendre cette histoire, c'est apprendre à repérer ces signaux d'alarme, ces fameux red flags, dans le monde moderne. Et cette nouvelle génération refuse catégoriquement l'aveuglement et la complaisance de ses aînés. Le rejet est massif, unanime. L'époque où l'on pouvait sourire des prétendues conquêtes d'un vieil écrivain sur les plateaux de télévision est définitivement morte et enterrée. Conséquence directe de ce réveil collectif, la justice qui avait fermé les yeux si longtemps, qui avait laissé les plaintes se perdre dans la poussière des tiroirs, se met enfin en mouvement. L'onde de choc force les institutions à regarder la réalité en face. La honte a définitivement changé de camp. L'impunité n'est plus une option viable. C'est une victoire monumentale, arrachée par la seule force d'une vérité posée sur le papier, par le courage inouï d'une femme qui a refusé avec la dernière énergie de rester une simple note de bas de page dans la bibliographie de l'homme qui l'a détruite. C'est l'exemple ultime de la résilience. Mais au-delà du scandale retentissant, au-delà de l'onde de choc médiatique qui a balayé les vieux dogmes intouchables, une question obsédante continue de flotter. Laquelle ? Comment, très concrètement, dans l'intimité de son propre cerveau, une femme détruite parvient-elle à rassembler l'énergie de reprendre le contrôle des mots qu'on lui a si violemment volés ? Quel est cet instant précis, ce déclic insaisissable mais monumental dans l'esprit de Vanessa, qui lui permet de briser la fatalité, de s'extraire de décennies de terreur pure, pour enfin porter le coup de grâce littéraire à son bourreau ? Pour comprendre ce moment de bascule intime, pour ressentir la puissance brute de cette libération, phrase après phrase, mot après mot, il n'y a qu'une seule véritable façon de faire. Il faut lire ce texte. Il faut plonger tête la première dans cette œuvre. La véritable fin de cette histoire ne se raconte pas ici. Elle se lit, elle s'écoute, elle s'éprouve jusque dans la chair, dans les pages inoubliables de ce récit. Et cela nous laisse avec une ultime réflexion, assez vertigineuse quand on s'y penche sérieusement. La société a fini par condamner cet homme parce que les preuves étaient écrasantes et que les mentalités ont évolué. C'est vrai. Mais qu'en est-il de notre propre rapport à l'art en général ? Jusqu'où sommes-nous, encore aujourd'hui, à l'ère moderne, secrètement prêts à pardonner l'impardonnable sous prétexte qu'il est commu par quelqu'un que la société qualifie de génie ? C'est une question troublante. Peut-on réellement, et doit-on, séparer l'homme de l'artiste quand l'œuvre elle-même se nourrit de la destruction des autres ? C'est une question qui malheureusement est loin d'avoir trouvé sa réponse définitive. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.